RCJ, 15h, 16h30. L'histoire des Juifs de France à présent. Et oui, nous sommes bien dans le morning ce matin et l'histoire des Juifs qui revient pour un tout nouveau numéro et comme toujours évidemment en compagnie de Christophe Darre. Alors Christophe, aujourd'hui, vous allez nous emmener dans les salles obscures. Nous allons parler de cinéma avec un homme méconnu et qui a beaucoup contribué à l'essor du cinéma parlant, notamment dans notre pays au cours des années 30. Il s'agit de Bernard Nathan, repreneur de la société Pathé, alors en faillite en 1929, au moment où le muet disparaît progressivement au profit du parlant. Ce qui est une révolution. Nathan va restructurer la firme pour concurrencer les marchés allemands et américains, ce qui était mission impossible. Mais hélas, en dépit de tout ce qu'il a apporté, le groupe fait faillite et Nathan est vilipendé par une presse antisémite qui s'acharne contre lui et qui le traite de pilleur, d'escroc. Il connaîtra d'ailleurs une fin tragique. Christophe, nous allons donc raconter ce matin la vie de Bernard Nathan et notre récit débute en Roumanie. Oui, car c'est là que naît donc Bernard Nathan de son vrai nom, Nouam Tanenzap, en 1886 à Jassy, c'est près de la frontière russe, premier né d'une famille de 5 enfants. Il est issu de la petite bourgeoisie, et d'ailleurs il a la possibilité de faire des études jusqu'au baccalauréat. Il arrive à Paris en 1906, il a alors déjà 20 ans. Et puis très tôt, le monde du cinéma l'intéresse. Il est ouvrier chez Pathé, projectionniste. Il est l'un des associés d'une société de production Ciné-Actualité. À cette période, le 7e art n'en est encore qu'à ses débuts, Christophe. Oui, et c'est en effet à la fin de l'année 1895 que les frères Auguste et Louis Lumière mettent au point ce que l'on appelle le cinématographe. Et le cinéma a même une date de naissance, 28 décembre 1895, lorsque les Lumières organisent une projection à Paris pour le grand public dans le salon indien du Grand Café. C'est au numéro 14 du boulevard des Capucines, même si ce n'était pas la première fois à ce moment-là que des images photographiques en mouvement, c'est comme ça qu'on parlait à l'époque, étaient projetées, montrées au public. Mais très vite, Bernard Nathan est dans le viseur de la justice, ce que ses ennemis antisémites ne se gêneront pas de ressortir pour le dénigrer beaucoup plus tard. Eh oui, en effet, pour ce que l'on appelle outrage aux bonnes mœurs, en clair, il produirait des films osés. Et d'ailleurs, dans le cadre d'une campagne lancée contre la pornographie par un sénateur, eh bien, il va faire partie de 6 inculpés par la justice en tant que prévenu libre, aux côtés de ses 2 associés de Ciné-Actualité. Et à l'époque, on ne plaisante pas avec les bonnes mœurs, car Nathan est condamné à 4 mois de prison. En 1912, il crée une société de production Rapid Films qui tire et développe des films. La petite affaire fonctionne bien, Christophe, mais la Première Guerre mondiale marque un coup d'arrêt. Et le 3 août 1914, Bernard Nathan, qui a pourtant la nationalité roumaine, va s'engager dans l'armée française, incorporé au 19e escadron du train, puis muté dans un régiment d'artillerie. Il est blessé en Champagne en 1915. Il sera décoré de la Croix de guerre avec palme et démobilisé quelques semaines avant la fin de la guerre, en octobre 1918, avec le grade de sergent. Et à la fin de la guerre, Rapid Film retrouve son essor à tel point qu'il faut une usine plus grande pour assurer les activités du laboratoire. Ce sont principalement des films documentaires et des films sportifs qui sont mis en boîte. Nathan obtient l'exclusivité des prises de vue des Jeux Olympiques qui se déroulent en France en 1924. Et déjà, Bernard Nathan a un projet, celui de produire des films. Oui, parce que pour l'instant, c'est que développer des films, un petit peu comme on développe des photos. Et il va créer les productions Nathan et ainsi mettre en chantier plusieurs films avec, par exemple, Mistinguett ou encore une super production qui, à l'époque, va coûter quand même 7 millions de francs. La merveilleuse vie de Jeanne d'Arc. En 1928, il devient trésorier du syndicat du cinéma français. Et en 1929, après de longs mois de négociations avec son propriétaire, il rachète la société Pathé, créée en 1896 et qui est alors au bord de la faillite, alors qu'avant la Première Guerre mondiale, la firme au coq était la plus importante société cinématographique du monde. Son propriétaire Charles Pathé s'est désengagé depuis plusieurs années, convaincu que le cinéma, pourtant inventé, on l'a dit, par la France en 1895 avec les frères Lumière, ne pourrait jamais rivaliser avec le cinéma américain qui effectivement a tout écrasé sur son passage, à tel point que ce sont les États-Unis qui en 1927 sortent le premier film parlant de l'histoire, Le chanteur de jazz. Alors un peu dépité sans doute par cette concurrence, eh bien Charles Pathé progressivement a liquidé les actifs de la société tout en lançant des projets qui n'ont pas vraiment fonctionné. Et la tâche de Bernard Nathan s'annonce délicate car le cinéma parlant fait irruption à son tour en France, même si beaucoup au début sont dubitatifs et affirment que c'est une mode qui passera et que l'on reviendra au bon vieux cinéma muet. Et son objectif numéro 1, c'est d'acquérir des
salles à Bernard Nathan. Il crée donc la société de gérance des cinémas Pathé qui va prendre le contrôle de 16 salles à Paris et de 4 en banlieue. Puis tout va aller très très vite. Entre mai 1929 et mars 1930, 33 salles passent sous son contrôle à Paris et en province. Et cette boulimie ne s'arrête pas là puisque Pathé Nathan contrôle 2 sociétés belges qui exploitent notamment le Moulin Rouge et l'Empire, et de nouvelles salles sont construites à Paris et à Bruxelles. Du coup, en 18 mois, Bernard Nathan a acquis le plus grand circuit de salles en France, une 60aine à Paris et également en province. Bernard Nathan est à la tête d'un empire, on peut le dire Christophe, avec pour projet principal la distribution de films. Mais ce n'est pas simple car il faut équiper les studios et comme le parlant vient des États-Unis, des opérateurs anglais forment leurs collègues français aux nouvelles techniques. Et le premier grand film parlant de Pathé Nathan sort en mai 1930 au cinéma parisien Le Marivaux pour 5 semaines d'exclusivité. C'est une comédie, Mon gosse de père. Alors tous ces films-là, c'est pas des chefs-d'œuvre, ils sont pour la plupart tombés dans l'oubli aujourd'hui, mais le parlant s'installe petit à petit, puis quand même, ça marque le début de futurs grands noms du cinéma comme Jean Gabin notamment, ou Rému, même si celui-ci avait déjà une carrière auparavant dans le muet. Parmi ces films, l'un d'ailleurs est très curieux, Lévy et compagnie, qui en fait reprend tous les stéréotypes habituels selon lesquels les Juifs ne s'intéressent qu'au commerce et sont avares. Entre mars 1930 et fin 1935, Pathé Nathan va produire 72 longs métrages, sans oublier les courts métrages et les films documentaires. Il y a des comédies, des mélodrames ou bien encore des adaptations des Misérables de Victor Hugo et des frères Karamazov, le célèbre roman de Dostoïevski. Oui, tout ce qui est quand même assez ambitieux, mettre effectivement sur grand écran des films adaptés de romans. Il y a aussi d'ailleurs des romans aussi de Stefan Zweig qui sont adaptés à cette époque-là. Et le plus grand film, on peut dire, de cette période chez Pathé Nathan, ce sont Les Croix de bois, d'après l'œuvre de Roland d'Orgelès sur la Première Guerre mondiale, qui revient sur la terrible vie dans les tranchées seulement quelques années après la fin de la guerre. Et d'ailleurs si poignant que le président de la République, à la sortie du film en 1932, Paul Doumer, ne pourra pas retenir ses larmes lors de la projection. Il faut préciser que Bernard est à ce moment-là aidé de son frère Émile. Et puis il faut le dire, Nathan va aussi coproduire avec André Citroën le film La Croisière jaune sur le raid automobile qui avait été organisé par l'industriel pendant 10 mois dès 1931 et qui avait relié Beyrouth à Pékin. Effectivement, on en a déjà parlé, et à cette époque, Pathé Nathan qui va enrôler les plus grands dans tous les secteurs. Pour la musique, Darius Milhaud, le compositeur, les meilleurs réalisateurs aussi, Pierre Prévert, le frère de Jacques, René Clair, Abel Gans, Jean Grémillon, Jean Vigo, Anatole Litvak, des réalisateurs hélas tombés dans l'oubli, mais des stars à l'époque. Et puis la crème des acteurs et des actrices, Jean Gabin, Rému, on en parlait, mais aussi Charles Vanel, Edwige Feuillère, Jean Marais, ou bien encore Fernandel. Et oui, que du beau monde. Alors en peu de temps, Pathé Nathan devient la première entreprise cinématographique de France et fait jeu égal avec les grandes majors américaines. Et oui, alors que quelques années plus tôt, ce n'était donc pas gagné, loin d'être gagné même, mais Nathan se diversifie et il va relancer le Pathé Journal pour en faire le premier journal filmé parlant. Outre l'édition hebdomadaire, une édition mensuelle puis féminine voit le jour. Et oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'informations autres qu'au cinéma, donc du coup on allait au cinéma pour voir les dernières actualités. Et puis il y a aussi Pathé Rural, rien à voir avec une recette de charcuterie, mais la possibilité pour des exploitants ruraux d'acheter ou de louer des appareils pour projeter eux-mêmes des films dans une époque où il faut remettre dans le contexte. Les cinémas sont essentiellement situés à Paris, très rares en région, inexistants dans les campagnes. Nathan va aussi développer les films d'enseignement et pour cela, il confie à un instituteur cette charge. Et il est aussi le premier à s'intéresser à la télévision qui en est à ses balbutiements, bien que c'est l'État qui reprend la main sur ce futur grand média en 1939. Merci beaucoup Christophe pour la première partie de ce portrait consacré à Bernard Nathan.